Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de robotique sur le modèle géométrique direct. Comment on va rappeler un petit peu la structure d'un robot série pour ensuite décrire quels sont les différents espaces en robotique, comment passer d'un espace à l'autre, notamment donc bien le modèle géométrique direct et puis un petit exemple à la fin. Donc d'abord un petit peu la structure d'un robot manipulateur série. Donc d'un point de vue robotique, hein, pas mécanique, électronique, etc., mais vraiment d'un point de vue, on va dire, robotique simple. Donc un robot va être composé, un robot manipulateur série, hein, va être composé ici d'une base fixe. Donc on connaît la pose dans un repère du monde. Ce repère monde peut être confondu avec le repère de cette base d'ailleurs. Mais voilà, une base fixe. Donc la position ne va pas changer dans le temps. Un effecteur, donc c'est l'outil, l'organe terminal, ça peut être une pince, ça peut être un outil pour percer, des choses comme ça. Donc c'est vraiment la chose qui va produire le travail. Et plusieurs corps entre ces deux corps-là, entre la base et l'effecteur. Des corps qu'on suppose rigides dans la plupart des cas, enfin en tout cas ici dans les vidéos qu'on va faire. Et entre ces corps, on a des articulations. Donc ici entre le corps vert et la base, on a une articulation qui vont relier ces corps. Ces articulations-là qui vont générer le mouvement. Alors une articulation, elle peut comporter un ou plusieurs degrés de liberté, DOF, Degrees of Freedom en anglais, en fonction de leur technologie. Donc il existe plusieurs types d'articulations. Donc tout d'abord on a les articulations pivot ici. Donc vous allez avoir un axe et finalement cette articulation va te faire tourner une partie du corps d'après autour de cet axe. La liaison glissière, où en gros ici on va vraiment venir se translater. Après on a une combinaison un petit peu les deux, c'est la liaison hélicoïdale, où une rotation va amener une translation. Donc tous ces types d'articulations là, c'est à un seul degré de liberté. Soit on contrôle la rotation, soit on contrôle la translation, soit on contrôle de manière indissociable ici les deux. Mais voilà, on n'a vraiment qu'une seule chose, on ne peut pas contrôler les deux séparément. On a aussi d'autres types d'articulations à 3 degrés de liberté, les articulations sphériques qui vont permettre une rotation suivant les trois axes. On a des articulations de type cylindre, où là on va avoir, contrairement à l'hélicoïdal, deux mouvements, une rotation et une translation qui vont être dissociés. Et ça c'est plus rare plutôt pour la modélisation des contacts. Une type d'articulation plan qui va autoriser les trois translations et généralement aussi une rotation. Qui va autoriser deux translations suivant les deux axes et une rotation ici. La translation vers le vertical forcément n'est pas autorisée, soit vers le haut ou vers le bas. Donc en général elle est plus utilisée en robotique, on va avoir la liaison pivot, majoritairement la plus connue. Dans certains cas de robots, peut-être industriels, on va avoir de la liaison glissière ou prismatique. Et pour des robots, on va dire peut-être plus vers des robots à pattes, des choses comme ça, notamment au niveau des hanches ou des épaules, on va avoir des articulations sphériques. Des poignets aussi d'ailleurs. Des robots industriels, des poignets aussi, on peut avoir des articulations plutôt sphériques. Ces articulations sont souvent schématisées suivant une norme. Donc ici je vous ai mis la norme. Vous avez la page YouTube ici qui décrit un peu tout ça. On a le pivot, la glissière principalement, la sphérique qui s'appelle le tyrotube. Donc voilà, quand on fait des schémas, on se réfère plutôt, quand on schématise le robot, on se réfère à ces notations-là. Maintenant on va définir ce que sont les espaces d'un robot. Donc l'ensemble des valeurs, on va dire instantanées de position, l'ensemble des positions de toutes ces articulations, de ces n degrés de liberté, va être concaténé dans un vecteur qu'on a l'habitude d'appeler le vecteur Q. Et en fait, on définit l'espace articulaire comme étant l'ensemble des valeurs possibles de ce vecteur Q. Donc en général, les articulations vont être bornées et l'espace articulaire va contenir toutes ces ensembles, tous les ensembles possibles de ce vecteur Q, et donc va être un sous-ensemble de Rn, donc des réels, de l'espace n. On gros sous-ensemble parce qu'on a vraiment séparé. On a un deuxième espace, donc c'est l'ensemble des poses, position et orientation du vecteur de l'effecteur.
de l'effecteur, est concaténé dans un vecteur X. Alors ce vecteur X, il va dépendre de l'application, ça peut être tout simplement position, X, Y, Z, ça peut être position, orientation, si on est sur des robots plans, voilà, ça peut être un petit peu différent. Et l'ensemble de ces valeurs possibles pour X, généralement, c'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, qui est plus généralement la pose de l'effecteur. L'ensemble des valeurs possibles, c'est ce qu'on appelle l'espace cartésien. Donc quand on est en 3D, si on s'intéresse juste à la position de l'effecteur, c'est tout simplement X, Y, Z, l'espace classique. Une autre définition, alors qu'on ne va pas trop aborder ici, mais bon, c'est juste pour définir le mot espace est commun. L'espace de travail, en fait, ça va définir l'espace, l'ensemble des points que l'effecteur peut atteindre. Là encore, ça dépend vraiment de quelle est l'application, quel est l'outil. Cet espace va dépendre forcément des limites articulaires, mais il peut aussi définir donc les points atteignables en 3D, mais aussi avoir les orientations de l'effecteur, si on suppose que l'effecteur va être limité en orientation. L'espace de travail, finalement, par exemple, on voit ce robot ici, de ce robot-là, ça va être tout cet espace-là, c'est tous les points que le robot peut faire atteindre à son effecteur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le modèle géométrique direct ? Avec le modèle géométrique direct, son objectif, ça va être de passer de l'espace articulaire à l'espace cartésien. Si on met une équation là-dessus, c'est-à-dire passer de la pose, c'est-à-dire calculer la pose, transformation, donc position, orientation de l'effecteur, en fonction de ces variables articulaires. Donc c'est à partir de Q, j'ai une fonction qui s'appelle le modèle géométrique direct qui va me donner l'orientation de l'effecteur et sa position X, Y, Z. Encore une fois, ici, la taille de ce vecteur et ce qu'il y a dedans va dépendre de l'application. Mais le but de modèle géométrique direct, c'est ça. Je connais les angles, comment caractériser les repères de l'effecteur dans l'espace cartésien. Donc toujours un pareil Q, c'est le nombre des n degrés de liberté d'un robot. Certaines peuvent être liées, ça je ne l'ai pas trop détaillé ici. Mais bon, le but c'est ça, le modèle géométrique direct, c'est je pars des variables articulaires. Généralement quand c'est des robots avec des liaisons pivots, des angles de chaque articulation, j'essaie de trouver où l'effecteur se trouve. Alors pour ça, on va faire quelques petits rappels sur les matrices de transformation. Donc en robotique, on va associer à tous les corps mobiles, c'est-à-dire qui peuvent se déplacer dans l'espace, ainsi qu'aux capteurs, on va leur associer un repère. Donc chaque corps a son repère. Et en fait, pour passer d'un repère à l'autre, on définit ce qu'on appelle une transformation. Donc ici, la transformation d'un repère I exprimé dans le repère J, on la note J, T, I. Cette transformation, c'est une matrice 4-4 avec une partie rotation, une partie translation. J'ai déjà présenté ça dans une ancienne vidéo. Pareil ici, cette matrice, elle s'inverse, c'est-à-dire que si je connais la position du repère, ici J, si je connais la position du repère I dans le repère J, si je l'inverse, je vais avoir la position du repère J dans le repère I. Donc cette inverse, elle se calcule pas en calculant l'inverse de la 4-4, mais en directement en faisant la transpose de la matrice de rotation et puis une multiplication ici par la position. Et si je connais l'expression de la transformation du repère B dans le repère A et du repère C dans le repère B, on peut calculer la transformation du repère C dans le repère B en faisant que cette transformation-là, c'est ATB fois BTC. Encore ici, on a le B qui vient ici, donc on peut avoir le ATC. On va garder les extraits. Voilà, ça, c'était juste un petit rappel simple sur ces matrices de transformation. Alors pourquoi on va s'en servir? Je vais expliquer juste après. Les petites transformations de base. Donc si on a une translation suivant X, Y, Z, on va avoir une matrice rotation identité, X, Y, Z ici. Et si j'ai une matrice uniquement de rotation autour d'un axe, W qui peut être X, Y, Z, la partie position ici, on va avoir 0. Et ici, je vais avoir la matrice rotation de base correspondant à cet axe-là. Encore une fois, ça, je les ai montré aussi dans une ancienne vidéo sur les matrices de rotation. Par exemple, si je prends une rotation de base autour de l'axe X, je vais avoir 1, 0, et les cosinus et sinus ici. Voilà. Donc une fois qu'on a toutes ces matrices de base, comment on construit ce modèle géométrique direct? Donc on va partir du repère de référence, il est fixe dans la plupart des cas, et on va aller vers l'effecteur. Et on va donc croiser chaque articulation qui va relier
chaque articulation I qui va relier un corps I à son antécédent AI. Donc, on part de la base, qui va être l'antécédent du corps d'après. Et comme ça, on va pouvoir s'éloigner de la base petit à petit. Et toujours en prenant l'antécédent et son corps suivant. Donc, les degrés de liberté de chaque articulation vont nous permettre de définir la matrice de transformation d'un corps I, d'un repère I dans son antécédent. Et comme ça, en fait, en calculant toutes les transformations, on va avoir, avec toutes les articulations, tous les degrés de liberté aussi, on va avoir toutes les transformations de base. Et on va pouvoir calculer la matrice de transformation globale entre l'effecteur et le repère de référence. Donc le repère de référence, si je l'appelle 0, si j'ai 0T1, 1T2, etc., j'ai I et son antécédent, l'effecteur et le corps antécédent de l'effecteur, en multipliant tout ça, je vais pouvoir avoir la position, la transformation de l'effecteur dans le repère de base. C'est comme ça qu'on va construire le modèle géométrique direct. Alors, une fois qu'on a vu ça c'est l'aspect, on va dire, général. Il y a plusieurs méthodes. En général, pour définir une transformation entre deux repères, il faut 6 paramètres. Il y a 3 translations, 3 rotations. Ça, c'est si on définit les repères n'importe comment. Alors, il y a des méthodes en fait, qui permettent de réduire le nombre de paramètres géométriques d'un robot si les axes sont placés d'une certaine façon. Vous avez la méthode des Navier-Tartenberg, on va dire qui était la plus connue on va dire dans le monde. Et au niveau français, il y a la des Navier-Tartenberg modifiée par Khalil et Klavinger qui a apporté quelques améliorations. Je ne vais pas détailler ces deux méthodes ici. La troisième non plus, qui est la méthode générique. Je les ferai dans une autre vidéo sur un modèle particulier pour qu'on comprenne bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, en fait, ces méthodes elles permettaient de limiter le nombre d'opérations. Si on a les 6 paramètres, ça va nous faire beaucoup de multiplications, d'addition, on va multiplier toutes les matrices de base ensemble. Avec ces deux méthodes-là, on n'a que 4 paramètres. Donc on va limiter le nombre de multiplications et d'addition quand on va calculer le modèle géométrique. Ce qui va nous permettre de calculer plus vite. Qui va nous permettre de faire des choses plus rapidement, notamment du contrôle, des choses comme ça. Donc ça, c'était historiquement, quand on devait coder les choses. En fait, de nos jours, il y a l'informatique, elle a un concept qui s'appelle la programmation templétée, qui est de plus en plus utilisé en robotique, qui va permettre en fait de prendre en compte les modèles du robot lors de la compilation. Ce qui permet de ne pas faire des calculs dont le résultat il est constant. Multiplication par 0, multiplication par 1. Donc tous ces calculs-là, on va essayer ils ne vont pas être faits à l'exécution, c'est à la compilation qu'on va se rendre compte qu'ils ne servent à rien. Par exemple, si vous prenez un langage qui est compilé, dans le C, C++, si vous écrivez dans votre code A égale 1,5 x 2, en fait, cette opération-là ne va pas être faite à l'exécution du programme. Elle va être faite à la compilation. Et en fait, dans la compilation, on va directement faire ce calcul-là. Et dans le programme, on aura le programme, ce qu'il va vraiment faire, c'est A égale 3. Il ne va pas refaire ce calcul-là. Donc c'est avec ce concept-là qu'on va essayer de toutes les opérations constantes, inutiles, x0, x1. Bon, on sait très bien qu'un truc x1, c'est forcément ce truc-là, qu'un truc x0, ça fait 0. Donc toutes ces choses-là, on va essayer de le faire à la compilation, quand on va compiler le programme. C'est ce qui permet en fait de s'affranchir un petit peu de ces méthodes-là, qui sont un petit peu plus lourdes à mettre en place. Même si elles sont pas très très difficiles, mais qu'on a des systèmes un peu plus compliqués, je vous garantis que ce n'est pas forcément les plus faciles. Enfin bref, tout ça, je détaillerai ça dans 2 autres vidéos. Alors sur ces vidéos, en fait, pour prendre un exemple, j'essaierai de m'appuyer sur ce petit robot-là. C'est un type de robot comme ça. Un type de robot avec 1, 2, 3, 4 articulations, tout simplement. Pour montrer un petit peu les méthodes. Voilà, j'en dis pas plus ici. Pour cette vidéo-ci, je vous propose juste de prendre une version 2D en fait simplifiée de celle-là. Une version, on va regarder par-dessus. Et donc on a simplement les 3 angles de rotation ici. Ce qui se ramène finalement, quand on est en 2D, à avoir ce modèle-là. Donc on a un repère de référence qui est le repère en rouge. Première articulation Q1 qui va ramener au repère 1. Première articulation Q2 qui va ramener au repère 2. Et une troisième articulation Q3 qui va arriver au repère 3. Et donc si on a X, Y et l'angle θ ici, le but du modèle géométrique direct, c'est de trouver X, Y, θ en fonction de Q1, Q2 et Q3.
Voilà, ça c'est juste pour illustrer le but du modèle géométrique direct. Alors, vous pouvez essayer de faire pause à la vidéo, essayer de faire le calcul. Je vais vous donner la solution. La solution, c'est qu'en fait, la position x, ça va être b cosinus cet angle-là, plus c cosinus q1 plus q2, ici. Pareil pour y, ça va être b fois sinus q1, qui va nous donner à peu près ici, plus c sinus q1 plus q2. Et au niveau de l'angle, on voit bien que c'est q1 plus q2 plus q3. Donc ça, c'est assez facile sur ce modèle 2D là. Quand on est en 3D, etc., vraiment les méthodes où on a vraiment les matrices de transformation qui se multiplient, permettent vraiment d'avoir des choses à peu près plus simples. Voilà. Donc j'espère que la vidéo a été assez claire. Je vais préparer du coup 3 autres vidéos pour le modèle géométrique direct du robot qu'on a vu là, où je réexpliquerai les méthodes et après je mettrai le détail. Normalement, les 3 calculs devraient nous donner le même résultat. On va essayer de voir si c'est le cas ou pas. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.